intitulé MapReduce, qui est le modèle de programmation du framework Hadoop et comment l'utiliser pour le big data. Donc, pour le plan de notre exposé, comprend 5 parties, à savoir une introduction au Big Data, le framework Hadoop, ensuite le modèle MapReduce et l'algorithme Camise. Et finalement, l'application de tout ce qu'on a vu sur l'algorithme de compression d'images. On commence sur un sujet particulier sur YouTube. YouTube nous donne plus de propositions sur ce sujet précis, ce qui indique que les spécialistes du marketing social ont commencé à explorer les goûts et les aversions des clients pour planifier leur campagne sur les réseaux sociaux en conséquence. Et donc, comment collectent-ils des informations sur nous? Remontons il y a des années, les disquettes, les CD, les DVD, les disques durs sont utilisés pour stocker des données, mais aujourd'hui, nous disposons d'un stockage illimité dans le cloud. En raison de l'augmentation drastique de la technologie, les personnes qui utilisent Internet donnent des informations au monde extérieur, consciemment ou inconsciemment. L'information collectée par les internautes est connue sous le nom de Big Data. Et donc, le terme Big Data fait référence à des données si volumineuses, rapides ou complexes, qu'il est difficile, voire impossible de les traiter à l'aide de méthodes traditionnelles. Et donc, le Big Data est un terme utilisé pour décrire une collection de données qui est énorme et qui croît pourtant de façon exponentielle avec le temps. Donc, chaque minute dans le monde sont envoyés plus de 204 millions de mails. Chaque minute, Google enregistre 2 millions de requêtes différentes sur son moteur de recherche. Chaque minute, 85 000 $ de commandes sont passées sur Amazon. Aujourd'hui, ça a bien changé. Déjà, de nouveaux acteurs sont apparus, mais surtout le volume de données pourrait faire juste tourner les têtes. Le Big Data est devenu encore plus big que big. Les enjeux et les risques du Big Data ont explosé. Chaque minute, ce ne sont plus 2 millions de recherches effectuées sur Google, mais quasiment 4. Et 4 millions de vidéos sont regardées sur YouTube et plus de 40 millions de messages sont envoyés sur WhatsApp et Messenger. On passe maintenant aux caractéristiques du Big Data. Donc, les 5 V du Big Data sont volume, la variété, véracité, valeur et vélocité sont les 5 caractéristiques majeures innées du Big Data. Pour le volume, elle fait référence à la quantité d'informations, c'est-à-dire la quantité d'informations générées à partir des médias sociaux, des téléphones portables, des images, des vidéos, etc. Pour déterminer la valeur des données, la taille des données joue un rôle crucial. Si le volume de données est très important, elle est considérée comme Big Data. Cette énorme quantité d'informations ne peuvent donc être traitées que par des techniques du Big Data. Pour la variété, le Big Data est généré dans de multiples variétés. La variété est l'arrivée de données provenant de nouvelles sources à la fois à l'intérieur et à l'extérieur d'une entreprise. Par exemple, sur Facebook, nous téléchargeons des images, des vidéos, des textes où les images et les vidéos sont des données non structurées, alors que les textes sont des données structurées. La caractéristique véracité. La véracité fait référence à la qualité des données analystes, en général l'exactitude et la véracité des données. Exemple, des données en masse pourraient créer de la confusion, alors qu'une quantité moindre de données pourrait transmettre des informations incomplètes. Pour la caractéristique valeur, la valeur fait référence à la quantité de données précieuses, fiables et dignes de confiance qui doivent être stockées, traitées et analysées pour trouver des informations.
avoir accès au big data n'est bon que si nous pouvons le transformer en valeur. Et finalement, on a rapidité, c'est-à-dire la vitesse joue un rôle majeur par rapport aux autres, car elle mesure la vitesse à laquelle les données arrivent. La vélocité des données peut également accélérer le processus de prise de décision pour suivre les évolutions du marché. Passons maintenant aux quelques outils du Big Data. Donc, fondamentalement, le Big Data analytique est largement utilisé par les entreprises pour faciliter les croissances et leur développement. Cela implique principalement l'application de divers algorithmes d'exploration de données sur l'ensemble de données, ce qui les aidera ensuite à prendre de meilleures décisions. Donc, il existe plusieurs outils de traitement du Big Data tels que Hadoop, Pig, Hive, Cassandra, Spark, Kafka, etc. En fonction des besoins de l'organisation, on s'intéresse pour le Hadoop. Donc, on passe maintenant à la deuxième partie de notre présentation. Qu'est-ce que Hadoop, l'éléphant du Big Data? Alors, la définition d'une personne puissante a changé dans ce monde. Un puissant est celui qui a accès aux données. C'est parce que les données augmentent à un rythme effréné. Saviez-vous que 90% des données du monde entier ont été générées uniquement sur les 2 dernières années? Face à ce boom, de nouvelles technologies open source, sans aucun doute, le besoin de l'heure s'implémente progressivement pour permettre aux entreprises de traiter leurs données de façon optimale. C'est là où Hadoop se glisse. Alors, où est le problème? Vous devez comprendre qu'avant Hadoop, l'approche stratégique utilisée par les entreprises pour gérer leurs données consistait à centraliser le stockage et le traitement de données structurées sur un serveur central dans une architecture client-serveur. C'est-à-dire, les données sont gérées dans le serveur par un SGBDR. Le serveur central est une machine très puissante. Alors, dans les premières années, les résultats de la recherche dans les moteurs de recherche étaient renvoyés par les humains. C'est-à-dire, ils voulaient renvoyer plus rapidement les résultats de recherche sur le web en distribuant les données et les calculs sur différents ordinateurs. Alors, un de ces projets était le moteur de recherche web open source appelé Natch. C'est une idée originale de Katten et Caffarella. Katten rejoint Yahoo et a emporté avec lui le projet Natch. La partie informatique et le traitement distribué est devenu Hadoop. Hadoop, le nom d'un éléphant jouet du fils de Katten. Alors, c'est la naissance de Hadoop. Hadoop vs le RDBMS. Prenons ici un restaurant comme un exemple pour mieux comprendre les problèmes liés aux données d'enchères et comment Hadoop les résout. Alors, John est un homme d'affaires qui a ouvert un petit restaurant. Au départ, il avait un chef avec une étagère de nourriture. Ils ont commencé à recevoir 2 commandes par heure et le restaurant mis en place était suffisant pour traiter les commandes. Ici, nous allons comparer le scénario d'un restaurant avec un système traditionnel où les données étaient utilisées pour générer de manière cohérente et notre système de stockage tel que le RDBMS était suffisamment capable de les traiter. Alors, John a pensé à prendre des commandes en ligne. Il est devenu difficile pour un seul chef de gérer le travail supplémentaire. Alors, la même chose s'est produite avec les mégadonnées. Soudainement, les données ont commencé à se générer à un rythme rapide et maintenant le système traditionnel, tout comme un chef du restaurant, John, incapable de faire face à la situation. John a eu l'idée d'augmenter le nombre de chefs à 4 et de diviser les chefs en 2 catégories, c'est-à-dire les chefs juniors et les chefs seniors, et attribuer à chaque chef junior une étagère de nourriture. Alors, Hadoop fonctionne de la même manière que le restaurant de John. Les données seront stockées de manière distribuée avec des réplications.
pour le traitement parallèle, les données sont d'abord traitées par les nœuds esclaves où ils sont stockés pendant un certain temps pour obtenir des résultats intermédiaires. Puis, ces résultats intermédiaires sont fusionnés par le master key pour reproduire le résultat final. Alors, qu'est-ce que Hadoop? Hadoop est un framework open source qui repose sur Java. Prend en charge le traitement des données volumineuses, Big Data, au sein d'environnements informatiques distribués. Il permet d'exécuter des applications sur des systèmes en cluster, dotés de milliers de nœuds, impliquant de centaines de téraoctets de données. Alors, découvrons les composants de Hadoop. La principale composante de Hadoop est le Hadoop Distributed File System, le HDFS, est un système de fichiers distribués qui permet de stocker de gros volumes de données sur un grand nombre de machines. Le Hadoop Common, il contient les bibliothèques et les utilitaires nécessaires aux autres modules Hadoop. Hadoop Yarn, cette plateforme permet de gérer les ressources informatiques du cluster et aussi les utiliser pour la planification par le système de FIFO. Et finalement, le fameux MapReduce Hadoop qui permet de traiter les données à grande échelle et créer aussi facilement des applications qui traitent des grandes quantités de données en parallèle. Et ce qui serait beaucoup mieux détaillé dans le chapitre prochain. Alors, comment fonctionne un cluster Hadoop? Le fonctionnement de HDFS est assuré par 3 types de démons. Le name node, qui représente le master key et qui dispose d'une machine dédiée. Le name node est le service central qui fait la gestion de l'état du système de fichiers. Et il a une connaissance des data nodes. Le secondary name node, alors si un problème provient du name node, il n'y a plus moyen d'extraire les blocs d'un fichier donné. C'est là où intervient la notion du secondary name node, qui dispense donc aussi d'une machine dédiée. Et finalement, le data node, qui est un nœud esclave implémenté sur chaque machine du cluster et qui n'a pas un nœud maître. Alors, on peut dire que les data nodes sont sous l'égide du name node, c'est-à-dire le workers. En effet, le principe de fonctionnement de Hadoop est assez simple. Il consiste à répartir l'exécution d'un traitement sur plusieurs nœuds. Passons aux avantages et inconvénients de Hadoop. Alors, parmi les avantages de Hadoop, il offre une possibilité de stocker et traiter rapidement des énormes quantités de données, aussi une puissance de calcul, car plus vous utilisez de nœuds informatiques, plus vous disposez de puissance de traitement. Aussi, une tolérance en panne. Alors, si un nœud tombe en panne, les travaux sont automatiquement redirigés vers d'autres nœuds pour s'assurer que le calcul distribué n'échoue pas. Et parmi ces inconvénients, il a un problème avec les petits fichiers. C'est-à-dire, ces nombreux petits fichiers surchargent le name node et rendent le travail difficile. Aussi, le traitement de haut niveau. C'est-à-dire, ce qui rend difficile le calcul en mémoire entraîne une surcharge de traitement ou un traitement élevé. Alors, passons au MapReduce. MapReduce est un modèle de programmation de framework Hadoop. Il permet d'analyser les immenses volumes efficaces, c'est-à-dire des systèmes traditionnels. Il est nécessaire de se tourner vers de nouvelles solutions spécialement conseillées à cet effet. Le modèle de programmation MapReduce fait partie de ces solutions. Il fut initialement créé par Google pour analyser les résultats de son moteur de recherche. Avec le temps, cet outil est devenu extrêmement populaire pour sa capacité à décomposer des terabytes de données pour les traiter en parallèle. Cette approche permet d'obtenir des résultats plus rapidement. Le modèle de programmation MapReduce est l'un des principaux composants du framework Hadoop. Il est utilisé pour accéder aux données Big Data stockées au sein du Hadoop File System. L'intérêt de MapReduce est de faciliter le traitement conquérant des données pour parvenir à cette proueuse
Des volumes massifs de données de l'ordre de plusieurs pétabytes sont décomposés en plusieurs parties de moindre envergure. Ces morceaux de données sont traités en parallèle sur les serveurs Hadoop. Après le traitement, les données en provenance des multiples serveurs sont agrégées pour envoyer un résultat consolidé à l'application. Hadoop est capable d'exécuter des programmes MapReduce écrits dans divers langages, Java, Ruby, Python, C++. L'accès et le stockage des données sont basés sur disque. Les inputs sont stockés sous forme de fichiers contenant des données structurées, semi-structurées ou non structurées, et le output est aussi stocké sous forme de fichiers. Prenons par exemple un ensemble de données de 5 TB. Si l'on répartit le traitement sur un cluster de 10 000 serveurs, chacun doit traiter environ 500 MB de données. Le dataset complet peut donc être traité beaucoup plus rapidement qu'avec un traitement séquentiel traditionnel. Fondamentalement, MapReduce permet d'exécuter la logique directement sur le serveur où réside les données. Cette approche s'oppose à celle d'envoyer les données à l'emplacement où réside la logique de l'application. C'est ce qui permet d'accélérer le traitement. Donc, pour mieux comprendre, MapReduce les opérations, ou les fonctions map. Les données d'input sont décomposées en blocs de moindre envergure. Chacun de ces blocs est assigné à un mapper pour le traitement. Prenons l'exemple d'un fichier contenant 100 enregistrements à traiter. Il est possible d'utiliser 100 mappers simultanément pour traiter chaque enregistrement séparément. Toutefois, on peut aussi confier plusieurs enregistrements à chaque mapper. En réalité, le framework Hadoop se charge de décider automatiquement combien de mappers utiliser. Ce soit dépend de la taille des données à traiter et des blocs de mémoire disponibles sur chaque serveur. La fonction map reçoit l'input à partir du disque sous forme de paires clés-valeurs. Ces paires sont traitées et un autre ensemble de clés-valeurs intermédiaires est produit. Ensuite, fonction reduce, après que tous les mappers aient terminé leur tâche de traitement, le framework mélange et organise les résultats et les transmet ensuite aux reducers. Précisons qu'un reducer ne peut démarrer si un mapper est encore actif. Donc, le mapper scanner sont mis à reducers. La fonction reduce reçoit aussi les inputs sous forme de paires clés-valeurs. Toutes les valeurs produites par map ayant la même clé sont assignées à un reducer unique. Celui-ci se charge d'agréger les valeurs pour cette clé. Reduce produit ensuite un output final, toujours sous forme de paires clés-valeurs. Toutefois, le type de clé et de valeur varie selon le cas d'usage. Tous les inputs et les outputs sont stockés dans la HDFS. Précisons que la fonction map est impérative pour filtrer et trier les données initiales. En revanche, la fonction reduce est optionnelle. Il y a aussi la fonction combine et partition. Il existe donc deux étapes intermédiaires entre map et reduce. Ces deux étapes sont appelées combine and partition. Le processus combine est optionnel. Un combiner est un reducer exécuté individuellement sur chaque serveur mapper. Il permet de réduire davantage les données sur chaque mapper dans une forme simplifiée. Ceci permet de simplifier le shuffling et l'organisation puisque le volume de données à organiser est réduit. L'étape de partition permet quant à elle de traduire les paires clés-valeurs produites par les mappers en un autre ensemble de paires clés-valeurs avant de transmettre au reducer. Ce processus décide comment les données doivent être présentées au reducer et les assigne à un reducer spécifique. Donc, MapReduce avec un combiner, c'est un combiner optionnel. Donc, donc pour augmenter l'efficacité d'un job MapReduce, on possède des combiners. Brièvement, dans un job MapReduce, des paires de clés-valeurs sont échangées lors de la phase shuffle sort. Plus il y a des paires qui sont échangées entre des nœuds, et moins le job sera exécuté de façon efficace. Donc, l'utilisation des combiners peut aider à réduire les données échangées.
Le combiner est un composant logiciel qui va agréger les paires de clés-valeurs à la sortie d'un mapper avant la phase shuffle sort. Cette première agrégation permet de réduire le nombre de clés-valeurs qui sont transmises à la phase shuffle sort et par suite au reducer. Réduire le nombre de paires clés-valeurs transistant d'un node à l'autre permet d'optimiser l'exécution du job. Concrètement, le combiner est placé juste après chaque mapper et exécuté avant la phase shuffle sort. Par exemple, il y a un total de 12 clés dans le fichier d'entrée. L'entrée est traitée par un mapper et les mêmes 12 paires de clés sont envoyées comme entrée au reducer. Donc, c'est un exemple sans combiner. Le reducer fournit la sortie. Voyons maintenant comment l'entrée est traitée en utilisant un combiner entre un mapper et un reducer. Dans ce cas également, l'entrée a été divisée en deux parties et soumise à deux mappers. Les mappers traitent les données et les envoient à un traitement ultérieur. Les mappers génèrent un total de 12 combinaisons de clés. Avant de l'envoyer, les combinaisons comme entrée au reducer, le combiner trie la sortie de mapper pour réduire les combinaisons clés de données. Une fois les données réduites, la sortie du combinateur est soumise au reducer. Le reducer combinera les entrées de tous les combinateurs et fournira la sortie finale. Donc, par exemple, le combinateur va combiner le mot FF en une paire de valeurs clés. De cette façon, une des valeurs de la paire de clés en double sera supprimée. Donc, la puissance du combinateur apparaît lorsque nous avons un grand ensemble de données en entrée. Oui, donc, on a fait l'exemple. L'entrée en adoline fait 12 mots. Donc, le mapper input قسمناه على جوج. المابر الاولاني خدا 6 الاولانيين والمابر الثاني خدا 6 الثانيين. كومباينر شنو كيدير هنا هو كيجمع لي بير كي فالور كيجمعهم في واحد. اذا كانوا عندهم نفس الكلي كيجمعهم في كلي في بير واحد. باغ اكزومبل هنا عندنا اف عندنا جوج مرات راه ولات هنا كي بير واحد. Monsieur, on va bien expliquer dans le programme de word count avec un exemple. Donc, Hadoop à apprendre à implémenter le code d'exemple word count dans MapReduce pour compter le nombre d'occurrences d'un mot donné dans le fichier d'entrée. Donc, l'opération Hadoop word count se déroule en 3 étapes, la phase mapper, shuffle et reducer. Donc, pour la phase de map, le texte du fichier d'entrée est segmenté en mots pour former des paires clés-valeurs avec tous les mots présents dans le fichier texte d'entrée. La clé est le mot du fichier d'entrée et la valeur est 1. Donc, par exemple, si vous considérez la phrase « un éléphant est un animal », la phase de mappage dans l'exemple word count divisera la chaîne en jetons individuels et génère les paires clés-valeurs suivantes. Donc, pour la phase shuffle ou bien mélange, donc une fois l'exécution de la phase map est terminée avec succès, la phase de mélange est exécutée automatiquement dans laquelle les paires clés-valeurs générées dans la phase map sont prises en entrée, puis triées par ordre alphabétique. Une fois la phase de lecture aléatoire exécutée à partir de l'exemple de code word count, et donc la sortie rassemblera ceci. Vous pouvez voir que le résultat de la phase map est maintenant trié avec la phase shuffle.
Donc, dans la phase de réduction, toutes les clés sont regroupées et les valeurs des clés similaires sont additionnées pour trouver les occurrences d'un mot particulier. C'est comme une phase d'agrégation des clés générées par la phase map. La phase de réduction prend la sortie de la phase de shuffle comme entrée, puis réduit les paires clés-valeurs en clés uniques avec des valeurs additionnées. Dans notre exemple, un éléphant est un animal. Un est le seul mot qui apparaît 2 fois dans la phrase. Et donc, après l'exécution de la phase de réduction du programme, le mot un apparaît comme une clé une seule fois, mais avec un décompte de 2, comme indiqué dans le slide. Donc, maintenant, on passe à la méthode de la fonction map. Donc, la méthode de la fonction map a 3 paramètres. Les 2 premiers paramètres sont les clés valeurs et le troisième, c'est le contexte qui peut enregistrer la clé et la valeur d'entrée. Vous pouvez voir dans la dernière ligne, on a context.write word, c'est-à-dire le mot de la phrase, virgule, la valeur qui est 1 dans la phase map. Donc, pour la méthode de la fonction reduce, l'entrée de la fonction reduce est également sous la forme de clé valeur, mais sa valeur est sous la forme de valeur itérable. C'est-à-dire, donc, pour la fonction reduce, c'est également sous la forme de clé valeur, mais sa valeur est sous la forme des valeurs itérables, c'est-à-dire que l'entrée de reduce est la valeur d'une clé correspondant à un groupe de valeurs et le contexte de reduce est a le même effet que le contexte de map. Quant à la logique de calcul, elle doit être codée par le programmeur. Pour la méthode main, donc, je vais aller ligne par ligne ici. Donc, avant d'exécuter le programme MapReduce, la configuration doit être initialisée. Vous pouvez voir la première ligne. Cette classe, class configuration, lit principalement les informations de configuration du système MapReduce, y compris HDFS et MapReduce, c'est-à-dire le fichier de configuration lorsque Hadoop est installé. Pour les 2 lignes suivantes, job et de job, nous devons construire un job. Donc, dans le cadre de MapReduce, une tâche MapReduce est également appelée un travail MapReduce. Et les opérations de mappage et de réduction spécifiques sont des tâches. Et si nous construisons un travail avec 2 paramètres, l'un est conf, c'est-à-dire configuration, qui n'est pas à couvrir, et l'autre, le nom du travail. Ou la ligne contenant setjar by class sert à charger le programme de calcul écrit par le programmeur. Par exemple, le nom de la classe de notre programme est word_count, bien que nous ayons seulement besoin d'implémenter la fonction map et la fonction reduce lors de l'écriture du programme MapReduce, nous devons implémenter 3 classes dans le développement réel. La 3e classe consiste à configurer la manière dont MapReduce exécute la map et réduit les fonctions. Pour être exact, il s'agit de créer un travail que MapReduce peut exécuter, comme la classe word_count. Pour les 2 lignes suivantes, set output key class et set input key class et set output key class. Set output key class et set output value class. Value class, il s'agit du type de clé valeur qui définit la sortie, c'est-à-dire le type de clé valeur finalement stocké dans le fichier de résultats sur HDFS. Donc, on passe à la ligne suivante, set mapper class. Et set map reducer class. Pour set mapper class, ces 2 lignes chargent la fonction map et réduisent la classe d'implémentation de la fonction. Et si on peut avoir une autre ligne, il s'agit de la classe combinateur de chargement. Cette classe est liée au mécanisme d'opération MapReduce. Enfin, peu importe si
cette ligne de combiner est supprimée dans cet exemple, mais elle fonctionnera théoriquement plus efficacement. Le code suivant, c'est set input format et set output format. Elles ont paramètres input format et indiquent le format d'entrée et de sortie. Vous ne devriez pas avoir besoin de changer ces lignes comme notre entrée et sortie sont toujours des fichiers texte. Donc, finalement, on a add input path et set input path et set output path. Cet input path sert à construire le fichier de données d'entrée et cet output path sert à construire le fichier de données de sortie. Et pour la dernière ligne, la principale raison de l'existence de job.wait for completion est que son appel de méthode ne revient que lorsque le travail est terminé. Et elle revient avec son statut de réussite ou d'échec qui peut être utilisé pour déterminer si d'autres étapes doivent être exécutées ou non. On passe maintenant à l'exécution d'un cluster Hadoop avec Cloudera. Donc, c'est quoi? On va exécuter ce Cloudera d'abord. Juste une. Une node. Non. Monsieur, on va illustrer le concept de name node dans une commande lorsqu'on va lancer le programme dans Docker. On va indiquer qu'il va. Oui, avec Oui, on a travaillé avec Cloudera et avec Docker. Sous Docker, on a fait un cluster multinode. D'accord. On passe maintenant à l'exécution d'un cluster Hadoop avec Cloudera. Donc, d'abord, c'est quoi Cloudera?
Cloudera est un logiciel qui fournit une plateforme pour l'analyse de données, l'entreposage de données et l'apprentissage automatique. Au départ, Cloudera a commencé comme un projet de distribution open source Apache Hadoop, communément appelé Cloudera Distribution for Hadoop ou CDH. Cloudera fournit des images de machines virtuelles de clusters Apache Hadoop complexes qui facilitent la prise en main de Cloudera CDH. Donc, avant d'exécuter l'exemple word count, nous devons créer un fichier texte d'entrée, puis le déplacer vers le HDFS. Tout d'abord, nous créons un fichier de test d'entrée dans notre système de fichiers local en le nommant par exemple wordcount.txt. Par la suite, on le déplace vers HDFS. Donc, les commandes que vous voyez dans le slide sont les commandes HDFS les plus élémentaires pour gérer les fichiers dans HDFS. Nous créons un dossier input, donc copions le fichier d'entrée du système de fichier local wordcount.txt vers HDFS. Pour exécuter l'exemple wordcount à l'aide du fichier d'entrée, que nous venons de déplacer vers HDFS, nous devons localiser les exemples de programmes. Donc, sur Cloudera, QuickStart VM, elles sont regroupées déjà dans le fichier jar hadoop-mapreducer examples.jar. Donc, pour l'exécution, on utilise la commande suivante. HDFS dfs-4 /user/cloudera/output part-r ls50. Donc, cela pour visualiser le contenu du fichier de sortie. On lance cette commande, la commande hdfs dfs-4, ensuite la localisation du dossier de sortie qui est spécifié comme user/cloudera/output. Et on vérifie la sortie de l'exemple wordcount dans le dossier de sortie output. Vous pouvez voir aussi ici que l'exemple du fichier d'entrée qui est This is a Hadoop tutorial test. Donc, on passe maintenant à l'exécution d'un cluster Hadoop multinode avec Docker. Donc, pourquoi on va utiliser Docker d'abord? La plupart des systèmes distribués en pratique utilisent des serveurs entiers que vous devrez payer ou des ordinateurs, machines physiques individuelles pour un nœud. Si nous devions réellement exécuter Hadoop dans sa pleine capacité, ne serait-ce que pour tester ses capacités HDFS. Nous aurions à acheter des serveurs ou à nous procurer plusieurs ordinateurs. Plus important encore, Hadoop est extrêmement difficile à configurer sans une expertise en ligne de commande. Une connaissance des commandes Hadoop et HDFS et la capacité de gérer les dépendances conflictuelles que vous êtes susceptible de rencontrer lors de la configuration de votre propre cluster Hadoop. Oui, monsieur. Oui.
D'accord, monsieur. Donc, Docker nous permet d'exécuter un système entièrement distribué. Et dans notre cas, Hadoop avec plusieurs nœuds de données, HDFS, dans différents conteneurs, mais sur un seul ordinateur. Donc, il existe un référentiel qui effectue la majorité de la configuration initiale pour nous afin que nous n'ayons pas à apprendre à distance autant de choses que vous auriez à apprendre et si vous configurez Hadoop seul. Donc, nous avons déjà configuré un cluster Hadoop avec 5 data nodes. On va mettre dans la classroom un document que vous pouvez consulter après et contient les instructions nécessaires pour la mise en place d'un cluster multinode sous Docker et aussi la mise en place d'un cluster Hadoop sous Cloudera. Donc, maintenant, je vais vous montrer l'exécution du word count Docker. Avec l'exemple de word count, nous devons faire la même chose qu'on a fait dans Cloudera, c'est-à-dire créer un fichier texte d'entrée puis le déplacer vers HDFS. Nous avons créé un répertoire, un dossier d'entrée appelé input sur HDFS. Puis nous avons mis Oui. oui. sur l'image. كتجينا كلشي لينا كلشي بوحدها ما كدير حتى شي حاجه الا كتلونسي وقيلا غير واحد الكوموند حيت ملي مشيتي لدوكر غتلقى كونتينر واحد فيه كلشي لينا Oui. عندنا بروبليم كونيكسيون يقدر عاد غترجع دابا Ok, donc غندخل name node. كنظن الكتابه اللي صغيره ما عرفتش واش نقدر نكبر كيف نكبر. Okay, that's name node باش دونك نقدر ندخل التيرمينال ديال name node. ممكن ندخل للكونتينر عندي نشوف لي فيشي اللي عندي ديجا درت كوبي الوورد كاونت الوورد كاونت نقولش نعاود من الاول غنحيد La première étape هي نكومبيليو الكود
ديال مابريديوس اللي كاين في word count.0. name node oui لا دي name node دونك هي المين la classe principale oui écrit quoi si je ma classe passe. Donc, difficile de compiler un diff folder word count class. وهذا غادي غنكومبيني هاد لي فيشي كاملين نحطهم في واحد الفيشي .jar. خصني نكوبي واحد الفيشي ال HTFS اللي هو غيكون فيه الانبوت. دونك غيكون فيه الانبوت ديال اللي بحال اللي شفنا قبيلات كنا عندنا دوز مون. دونك غادي نحطو فيه الانبوت في HTFS و HTFS غادي ياخذ الانبوت من تما وغادي اكزيكوتي لي كلاس. Désolé monsieur pour ce problème, j'avais un problème de connexion. Merci. Une seconde. Et puis, on exécute la commande. التي قلنا اكزيكتور خصنا نصيفطو فيشي الانبوت لل HTFS. دونك انا ديجا صيفطت واحد الفيشي. دونك هاد الكوموند دي درتها باش نشوف لي فيشي اللي عندي في HTFS. ما عنديش الفيشي دونك خصني نكري فيشي اخر. ما فهمتش هذاك اليوم. لا ما فيش نكري واحد الفيشي اخر سميه word count. ما لقيتش الكوموند كيفاش نعمل هذا الفيشي من هنا. شوف تعاوني بغيت شنو ندير. دونك نديرو كات مثلا نديرو هيكو مثلا test word count test نديرو word count نديرو كات صافي ديجا عامر. خصني نصيفطو HTFS.
دابا إلا مشيت HTTPS غنلقاه كاين تما. غير pour le test راه درنا واحد الليفر يعني فيه 6 ميغا زعما باش يكونوا زعما لي دوني كبار. اللي بقى فيه مزياد HDFS DFS-LS output غادي تعطيه لي فيشي لي جينيرال وهاد بارتي هنا فين كاين الريزولتا هنا فين غيكون الاوتبوت. دونك نشوفو اكزيكيوشن ديال هاد الكوموند. وهادي هي ليكزيكيوشن ديال دوما لي بيرك لي فالور ديال داك الليفر اللي كتخدم عليه. صافي هذا هو الريزولتا ديال اسمعي سيري بريزونطاسيون ندوز البريزونطاسيون داكشي يبقى. un ensemble de descripteurs afin de regrouper les données similaires en groupes ou clusters. Alors, Camille partitionne un ensemble de points en 4 clusters. L'algorithme de clustering est couramment utilisé sur de grands ensembles de données et en raison des caractéristiques de l'algorithme, c'est un bon candidat pour la parallélisation. Alors, le but de ce projet est d'implémenter un projet en Java pour effectuer un clustering Camille en utilisant Hadoop MapReduce. Alors, comment ça marche? L'algorithme Camille classique fonctionne comme un processus itératif dans lequel, à chaque itération, on calcule la distance entre les points de données et les centroïdes, qui sont initialisés de manière aléatoire au début de l'algorithme. Alors, une seule étape de MapReduce correspond approximativement à une seule itération de l'algorithme classique. Comme dans un algorithme classique à la première étape, les centroïdes sont échantillés au hasard à partir de l'ensemble de points. La fonction map prend en entrée un point de données et la liste des centroïdes et calcule la distance entre le point et chaque centroïde et émet le point et les centroïdes le plus proche. La fonction reduce collecte tous les points appartenant à un cluster et calcule le nouveau centroïde et l'émet. Alors, à la fin de chaque étape, il trouve une nouvelle approximation des centroïdes qui sont utilisés pour l'itération suivante. C'est-à-dire, le flux du travail se poursuit jusqu'à que la distance entre chaque centroïde et chaque centroïde d'une étape précédente et les centroïdes correspondants de l'étape actuelle tombent au-dessus d'un seuil donné. Alors, pour mieux comprendre, avant de se lancer, il faut déterminer le nombre de clusters que l'on souhaite obtenir. Prenons par exemple une base de 10 clients pour lesquels on connaît l'ancienneté et le panier moyen. Alors, on souhaite créer 3 groupes ou 3 clusters en utilisant la méthode des Camille. Alors, voilà comment fonctionne l'algorithme. Premièrement, on tire aléatoirement 3 individus. Ces 3 individus correspondent aux centroïdes des 3 clusters. Puis, on calcule la distance entre les individus et chaque centroïde. C'est le rôle du mapper. Alors, plusieurs métriques existent pour définir la proximité entre 2 individus. Dans notre projet, on a utilisé la distance euclidienne, mais vous pouvez aussi utiliser la distance Manhattan ou Minkowski. Alors, on affecte chaque individu au centroïde le plus proche, comme l'indique l'image. On calcule les centroïdes des groupes qui deviennent les nouveaux centres par la fonction du reducer et on recommence les étapes 1 et 2 et 3 tant que les individus sont réaffectés à de nouveaux groupes après une itération. Alors, ce GIF représente la démarche de l'algorithme. Passons au pseudocode.
Alors, le mapper calcule la distance entre le point de données et chaque centroïde, puis émet l'indice du centroïde le plus proche et le point de données. La classe combiner. Alors, à chaque étape, nous devons additionner les points de données appartenant à un classeur pour calculer le centroïde, qui est la moyenne arithmétique des points. Alors, puisque la somme est une fonction associative et commutative, notre algorithme peut bénéficier de l'utilisation d'un combinateur pour réduire la quantité de données à transmettre au réducteur. Et finalement, la classe reducer calcule la nouvelle approximation du centroïde LME. Alors, le résultat de l'étape MapReducer sera le même, même si le combinateur n'est pas appelé par le framework Hadoop. Alors, on passe à l'implémentation de ce projet. Alors, on va implémenter plusieurs classes. C'est Camille.java, c'est la classe principale qui contient la méthode main. Alors, cette fonction est utilisée pour vérifier si les critères d'arrêt sont vérifiés et retourne vrai si la différence entre les composants et des anciens centroïdes et des nouveaux est inférieure ou égale au seuil spécifié, qui est déjà mentionné dans le fichier configuration.xml. Ici, dans ce fichier, on a indiqué le nombre de points qu'on va utiliser, qui prend en valeur 10. Aussi, la distance, le type de distance qu'on va utiliser, on a donné la valeur 5. Le nombre de centroïdes qu'on souhaite obtenir dans le output qui est égal à 2 et le seuil de critère d'arrêt qui est égal à 0 et finalement le maximum d'itération qui est égal à 30. Alors, cette fonction permet de sélectionner aléatoirement 4 points différents. Ici, on va sélectionner 2 centroïdes différents, aléatoirement. Puis, à la fin d'une itération, les 2 nouveaux centroïdes sont sélectionnés et sauvegardés dans un fichier. Alors, cette fonction readCentroids permet d'extraire ces centroïdes dans l'itération suivante où ils seront utilisés pour produire les 2 nouveaux centroïdes. Cette fonction finalise, fonction utilisée pour écrire le résultat final les 2 centroïdes dans un fichier qui va être stocké dans le HDFS dans le fichier centroids.txt. Et finalement, les start and end qui sont utilisés pour calculer le temps d'exécution de l'algorithme et start IC et end IC sont utilisés pour calculer le temps nécessaire de l'initialisation des centroïdes. Alors finalement, il va retourner le temps d'exécution et le temps d'exécution d'initialisation des centroïdes et le nombre d'itérations. Alors, la classe mapper. Alors, cette fonction est appelée avant le processus de cartographie, c'est-à-dire il va extraire les centroïdes du fichier de configuration. Et la fonction map, il mappe chaque ligne de l'entrée à une paire clé-valeur où la clé est l'index
où la clé est l'index de centroïde. Et il va comparer la distance déjà initialisée et la distance calculée entre le point et chaque centroïde. Et il retourne chaque centroïde chaque point avec le centroïde le plus proche. La classe reducer, il permet de calculer le nouveau centroïde en calculant la moyenne de l'ensemble des points. Et renverra le centroïde ID et la valeur de centroïde. K-means combiner fait la même chose que reducer. Et finalement, la classe point qui contient, par exemple, comment on les set et comment on lit les inputs, les data inputs, et comment on écrit les outputs dans la HDFS. Aussi, comment calculer la distance entre deux points. Par exemple, ici, on va utiliser la distance euclidienne, car on a donné la valeur H5 qui est différente de 0 qui est différent de 0. Alors, on va passer à l'implémentation. Premièrement, on doit copier tous les fichiers ou toutes les classes K-means. Premièrement, on se connecte dans le name node. On se dirige dans le dossier TMP et on crée un fichier quelconque K-means, on le nomme K-means. On accède à ce fichier et on crée un dossier K-means classes qu'on va poster les K-means classes compilées. Puis on sort du root et on copie par la commande docker cp en indiquant la source de chaque classe vers la destination qui va être stockée dans le K-means, dans le TMP K-means, dans le name node. C'est la même chose pour toutes les classes. Et aussi, on va stocker le dataset.txt qui sera le input donné. Ici contient 10 points sous forme de XY. Aussi, on copie le fichier .xml dans le K-means. On se connecte dans le name node et on crée un dossier dans le HDFS input K qui va contenir le fichier .txt, le input. Puis, on va compiler toutes les classes K-means en les mettant dans le K-means classes. Puis, on va créer à partir de... On va créer un jar à partir de ces classes. Et en lançant la commande Hadoop jar k-means.jar, k-means qui est le name, et le input dataset.txt et le output. Alors l'exécution, non. Les views. Exécution. Alors, il va retourner le temps d'exécution et le temps d'exécution d'initialisation de son produit et le nombre d'itérations. Après cela, on lit les fichiers stockés dans le HDFS pour vérifier que le output a été créé.
Voilà le output ça. On lit le output ça et on trouve le fichier centroid.txt est créé. Pour le lister, on fait hdfs-4 output/centroid.txt. Et voilà les trois centroids finales. On passe maintenant à l'image. ما بيجيوش كتخدم في ايتيراسيون وحده ولكن لا ناتير ديال لاغوريثم كامينز كتخلي خصنا ضروري نانيوها على ملتيبل ايتيراسيون باش كنكونفيرجيو لواحد سوليسيون اللي مزيانه. كومبريسيون ديماج Donc, la compression d'images est une application de la compression de données sur des images numériques. Cette compression a pour utilité de réduire la redondance des données d'une image afin de pouvoir emmagasiner et de occuper beaucoup d'espace pour la transmettre rapidement. La compression d'images peut être effectuée avec perte de données ou sans perte des données. Donc, la compression sans perte est l'œuvre préférée, là où est préférée. Donc, des exemples comme le schéma, les dessins techniques, icons, plein de dessins. Donc, il y a plusieurs méthodes de compression sans perte. Et on a aussi la compression avec perte. Elle est plus radicale et utile pour les transmissions à bas débit, mais dégrade la qualité de l'image restituée. Les méthodes avec perte restent acceptables pour des photos dans les applications ou une perte mineure de fidélité. D'accord, donc on a la compression de l'image. Comment fonctionne la compression d'image? Donc, dans une image, la couleur de chaque pixel est typiquement représentée par les niveaux de rouge, vert et bleu. On peut en effet reconstituer toute autre couleur à partir de ces trous. Chaque indicateur R, G et P a une valeur comprise entre 0 et 255. Et il y a donc 16 millions de couleurs possibles pour un pixel. Et donc 24 bits sont nécessaires pour coder l'ensemble de ces valeurs. Afin de compresser une image, on souhaite par exemple n'utiliser que 16 couleurs différentes, ce qui permettrait de coder la couleur d'un pixel sur 4 bits seulement. Cela réduirait grossièrement d'un facteur 6 la taille de l'image. Donc, la question se pose alors, pour une image donnée, de choisir la palette de 16 valeurs la plus pertinente. Il s'agit d'un problème de partitionnement de données. Étant donné l'ensemble des couleurs de l'image originale, on souhaite regrouper ces couleurs en 16 paquets. Chaque paquet contenant des couleurs proches qui pourront être représentées par une unique couleur, dont l'image pourrait se compresser. C'est exactement ce que permet l'algorithme des Kamins. En utilisant l'algorithme Kamins, nous sélectionnons les 16 couleurs utilisées pour représenter l'image compressée. Plus précisément, chaque pixel de l'image d'origine est entré en tant que donnée et regroupé en groupe de 16 couleurs en utilisant l'algorithme Kamins. Une fois les cas moyens sont calculés, il est possible de représenter l'image en 16 couleurs en remplaçant la valeur RGB des pixels de l'image d'origine par la valeur RGB du moyen. Dans la figure, le symbole étoile représente le moyen, le symbole circulaire représente chaque pixel et les pixels appartenant au même classeur ont la même couleur. À ce moment, la valeur des pixels appartenant au même classeur est remplacée par la valeur des moyens de ce classeur. En parlant de l'image, c'est une image que les valeurs des cercles de même couleur sont agrégées dans la valeur des moyens. Pour faciliter le calcul, la valeur RGB a été convertie de 0 à 1. Par exemple,
l'image d'origine et l'image compressée auquel Camille est réellement appliquée. Donc, la gauche est l'image originale et la droite est l'image compressée. Vous pouvez voir que l'image compressée a une représentation plus grossière avec moins de couleurs. Donc, l'image originale utilisée cette fois est de 128 fois 128 pixels. Nous avions besoin de 24 bits d'information pour chaque pixel. En conséquence, au total, 128 fois 128 fois 24 bits. L'image compressée nécessite le nombre de bits pour stocker 16 bits d'information de couleur. De plus, chaque couleur nécessite 24 bits, mais l'image elle-même ne nécessite que 4 bits par pixel. En effet, il suffit de montrer laquelle des 16 couleurs est utilisée dans 4 bits. En conséquence, à la fin, on a 16 fois 24 plus 128 fois 128 fois 4 bits. C'est environ un sixième de la taille de l'image originale. Donc, la compression, donc, on stocker 24 bits pour chaque pixel. On stocker 4 bits. Et on a 16 couleurs différentes. Donc, 16 couleurs différentes. عرفناهم كاملين ستوكين كاملين دونك ما نحتاجوش نستوكيو 24 بيت pour chaque pixel. هنا عندنا اكزومبل دونك هنا عندنا فيشي اوريجينال ايمج وعندنا لي فيشي كومبريسي. Donc, compressed image, on a deux couleurs différentes. Donc, les nombres de classes sont 2, les nombres de classes sont 4, les nombres de classes sont 8. Donc, on observe que les dimensions de toutes les images compressées sont les mêmes. Donc, les mêmes dimensions. Et la taille de l'image compressée diminue lorsque K diminue. Pour la valeur de K égale à 32, 64, 128, les images compressées de sortie semblent raisonnablement bonnes et perdent des couleurs qui ne sont pas visibles à l'œil humain. Donc la taille de l'image compressée diminue de près de 3 fois par rapport à l'image originale pour K égale à 32. L'image originale, il y a au 32, il y a donc presque 3 fois par rapport à l'image originale. Donc, dans sa version de base, l'algorithme initialise les moyennes à des valeurs aléatoires. Donc, chaque moyen étant tiré unique au moment de l'espace. Chaque exécution sera donc différente de la précédente. Par exemple, si vous lancez plusieurs fois l'algorithme sur cette image, avec 4 ou 5 couleurs, vous verrez des résultats différents. L'endroit du plateau auquel l'algorithme va terminer dépend fortement de l'espace. Donc, de les méthodes d'initialisation, on a les méthodes de Froggy. Donc, les moyens sont tirés au hasard parmi les données. Détermination locale, il y a des problèmes récurrents avec les algorithmes ayant un paramètre libre. Donc, divers éléments sont en balance. Donc, intuitivement, le temps d'exécution d'une itération de l'algorithme augmente avec K. Augmenter K permet de mieux approcher l'image de départ. Et nous allons